Bonjour, bonjour à tous, bienvenue, ravi de vous accueillir pour cette grande édition spéciale consacrée aux commémorations du centenaire de l'armistice, avec d'abord, regardez cette vue exceptionnelle sur Paris, sur l'Arc de Triomphe qui s'apprête donc à accueillir tous les grands dirigeants de la planète. 70 chefs d'État sont attendus, c'est évidemment un événement planétaire, un événement historique qu'on s'apprête à suivre ensemble en direct sur France 2 avec un dispositif tout à fait exceptionnel, vous le voyez, ce plateau délocalisé au plus près de l'événement, 100 ans après, 11 novembre 1918, 11 novembre 2018, une partie des Champs-Élysées a été fermée au public. La sécurité, on l'imagine, est évidemment maximale partout dans Paris. On parle de plus de 10 000 policiers et gendarmes et officiers des renseignements qui ont été mobilisés pour assurer la sécurité. Ce même Arc de Triomphe qui, il y a 100 ans, a vu défiler, regardez ces images, les poilus de la Grande Guerre qui revenaient des tranchées. C'était le 14 juillet 1919. Plus de 2 millions de Français sont descendus dans les rues pour fêter ce défilé, pour fêter à la fois la victoire, mais aussi l'épreuve du sacrifice. C'est un moment, à l'époque de l'IS, et un moment de recueillement. Les choses se mettent en place petit à petit ici sous l'Arc de Triomphe et ces hommes sont effectivement les porte-drapeaux de la cérémonie. Ce sont en quelque sorte les héritiers de ces poilus de la guerre 14-18 que nous honorons aujourd'hui. Tous portent la croix du combattant. Ils ont combattu au Tchad, en Afghanistan, en Yougoslavie et ce sont eux aussi que l'on honore aujourd'hui lorsqu'on pense aux poilus, aux combattants de la Grande Guerre. Alors, on va maintenant s'arrêter quelques instants pour vivre un moment absolument unique, un moment qui va aussi nous replonger dans l'histoire de ce premier conflit, avec la découverte du document original. C'est la première fois qu'il est présenté sur un plateau de télévision et c'est sur France 2 évidemment. Il est précieusement conservé depuis 1921 par le service historique de la Défense au château de Vincennes. Ce document, le voici, c'est le document officiel de l'armistice. Bienvenue à vous Pierre Chancerel. Merci infiniment pour ce beau cadeau que vous nous faites et aux téléspectateurs et téléspectatrices de France 2 de nous faire partager ce moment d'histoire absolument unique. Vous êtes conservateur du patrimoine de la Défense et c'est vous qui portez avec ces gants blancs ce document voilà, qui est sur le bureau. D'abord, il est unique et c'est le vrai, hein, Pierre. Tout à fait. Il y avait 2 exemplaires qui avaient été faits le 11 novembre. L'exemplaire des Alliés, c'est celui-ci, et l'exemplaire des Allemands qui est reparti en Allemagne immédiatement le 11 novembre et qui a été perdu par la suite. Et vous allez nous le commenter avec Pierre Servant. D'abord, peut-être dites-nous combien y a-t-il de signatures sur la page de ce document de l'armistice ? Alors donc, du côté allié, il y a 2 signatures seulement, et Pierre nous les détaillera. Et puis 4 du côté allemand, ce sont les personnages que l'on a vus sur le sujet. Ce qui est intéressant, puisque nous avons eu la chance, Julien, Amaury Guibert, qui est le patron de cette spéciale, et moi-même, de voir ce document, évidemment, au service historique de la Défense. Cher Pierre, c'est le contraste entre ces 13 feuillets qui sont sur un papier pelure d'état-major basique, sans en-tête, et la portée mondiale de cette convention d'armistice. Alors, pourquoi ce choc? On sait que c'est un document militaire, ce n'est pas un traité diplomatique avec des tas de cachets, mais pourquoi le document est aussi sobre, modeste par rapport à ce qu'il porte? Alors effectivement, c'est un document dont la présentation est très sobre, la mise en page l'est aussi. Les seules marques de validation, c'est simplement les signatures qu'on voit ici. Il n'y a pas de sceau qui a été apposé parce que tout ça s'est fait dans la précipitation. L'objectif, c'était de signer, de conclure cet armistice le plus tôt possible. Et d'ailleurs, on sait, il y a plusieurs témoignages qui l'attestent, qu'au bout de la négociation, seule la dernière page a été mise en forme, elle a été signée. Et puis, c'est par la suite que le secrétariat du maréchal Foch a dactylographié les 12 premières pages. Donc pour que chacun comprenne, Pierre, on est dans le wagon, on est à Rotonde, les négociations commencent le soir, elles durent toute la nuit entre les Alliés, les Allemands, on négocie d'arrache-pied. En vérité, ce sont plutôt les Alliés qui imposent leur vue aux Allemands. Et puis, il y a quelqu'un qui tape à la machine et qui, à 5h10 du matin, fait signer les dignitaires présents. C'est comme ça que ça se passe ? C'est presque ça, si ce n'est qu'on s'accorde sur un texte. Et là, le maréchal Foch dit « Bon, on est entre nous, on se fait confiance. Je demande à mon secrétariat de dactylographier uniquement cette page et puis on va la signer. » On va peut-être le feuilleter, tiens, d'ailleurs, Pierre Chancerel, pour montrer à nos téléspectateurs ce qu'il contient, cet armistice, ce livre de l'armistice. 34 articles. C'est la question que j'allais vous poser. Hein. C'est un document temporaire qui pose en fait les bases de l'accord de paix qui arrivera après à Versailles. Il est valable 36 jours, je crois, initialement, et il est renouvelé 3 fois. Absolument.
Et donc, c'est étonnant, et c'est Pierre Chancerelle qui me l'a appris. Donc, c'est 36 jours. Ils espéraient pouvoir déboucher sur un traité de paix en 36 jours, reconduit 3 fois, comme vous venez de le dire. Et puis, au bout de la 3e fois, ils se sont dit, bah, attendez, c'est sine-die, c'est au traité de paix. Et alors, je vois qu'on met des gants blancs hein, pour le manipuler. Attendez, c'est un document extraordinaire. Et justement, en le feuilletant, Pierre nous montre qu'il n'y a pas de paraphe en bas. Normalement, sur des documents de ce style, oui, vous avez les grandes signatures à la fin, mais vous avez des paraphes sur chaque feuille. Mais Pierre Chancerelle nous a bien expliqué l'accélération du temps, d'où cette absence de signature. Angela Merkel est en train d'arriver à l'Élysée. Voilà, c'est une image importante, c'est une image qui restera après celle qu'on a découverte tout à l'heure dans le wagon de la Clairière de Retonde, où une cérémonie très émouvante a eu lieu hier, sur le lieu même où a été signé l'armistice, il y a tout juste 100 ans. Les deux dirigeants ont fait preuve d'une émotion l'un envers l'autre, comme Kohl avec Mitterrand l'avait fait en 1984. Voilà Angela Merkel qui arrive seule à l'Élysée. Elle participera tout à l'heure évidemment à la grande cérémonie de commémoration de cet armistice. 11 minutes de sonnerie, comme ça a été le cas il y a 100 ans. Vous découvrez ici les images des églises ou des cathédrales de Corse, de Épernay, de Amiens, dans les Landes également, Notre-Dame bien sûr à Paris, avec toujours ces bus qui viennent d'arriver ici sur la place de l'Étoile, et puis à Dinan également en Bretagne. Voilà pour ces images tournées par nos équipes partout en France. Le président de la République Emmanuel Macron, vous le voyez avec son épouse qui est sortie en tête du cortège avec Angela Merkel. Voilà pour cette image très symbolique, très forte de tous ces dignitaires étrangers qui marchent comme d'un seul homme vers la victoire, si je puis dire, de 1918, du 11 novembre 1918. Voilà, 100 ans après, ils sont tous là, 70 chefs d'État et de gouvernement. C'est une image véritablement pour l'histoire. Voilà le président américain qui arrive, Julien. Précisons que l'engagement américain a été très important pour l'issue de ce premier conflit mondial. Les Américains entrent en guerre en 17, André. Ils arrivent, ils sont mal préparés, ils sont mal équipés, ils sont d'abord formés avant d'arriver sur les terrains de guerre. Mais on dit que leur engagement, leur présence a été déterminant dans l'issue du conflit. Ça a été déterminant notamment parce qu'on sait qu'ils vont arriver davantage. Ils ne sont pas très nombreux au début, pas très bien entraînés, mais en 1919, on sait que lorsqu'ils sont là, ce sera écrasant et ça pèse beaucoup pour la victoire alliée. Et on va suivre cette image. Vous parliez des gestes, des humeurs, des mots. Donald Trump et son épouse qui saluent le président français. Voilà, Vladimir Poutine accueilli par le Premier ministre Édouard Philippe. C'est vrai que ce sont toujours des images assez fascinantes que les grands de ce monde rassemblés dans un périmètre extrêmement restreint. De la garde républicaine. Sur la marche de la garde consulaire à Marengo. Voilà, et après, donc là, l'école polytechnique, reconnaissable à son bicorne, l'école des officiers de la gendarmerie nationale. Il va aborder juste après l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, dont le casoar est bien connu. S'ensuit l'école navale, avec un chef de détachement féminin. Il passe devant l'école de l'air. Ensuite, ce sera l'école de sous-officiers de gendarmerie de Dijon, l'école nationale des sous-officiers d'active. Là, il est au niveau de l'école de Mestrance. Puis l'école de formation des sous-officiers de l'armée de l'air. Voilà, il est en train de passer devant eux. Et l'école des mousses, reconnaissable alors Bachy, à Pompon-Rouge. Le Premier ministre, qui est officier de réserve de l'artillerie, très attaché aux questions militaires, très intéressé par les questions militaires. Et là, le président passe devant les 2 étendards des régiments qui ont été endeuillés ces derniers temps sur les théâtres d'opération où la France est engagée.
L'année 1918, l'une des plus meurtrières de la guerre mondiale, mobilise sur tous les fronts, sur terre, dans les airs et sur mer, des sociétés épuisées. Les soldats de tous les continents se battent et meurent par milliers. Le 11 novembre, à 11h, résonnent le clairon et les cloches qui annoncent l'armistice. Un tournant majeur vers la paix. Dans leurs carnets et leurs correspondances, les femmes et les hommes, à l'arrière comme au front, témoignent de ce jour. Adjudant Roumiguière, soldat français du 243e régiment, 7 novembre 1918. Est-ce que je rêve? Le bruit court avec persistance. Est-il vrai qu'à l'heure qu'il est, l'armistice avec l'Allemagne a été conclu? Je suis tellement content que j'ai peine à croire que cette nouvelle soit vraie. Dès que je me rends compte de mon bonheur, je pense à mon frère et à ma sœur, victimes l'un comme l'autre de la guerre. Mes yeux se brouillent. Vendredi 8 novembre. Hier, je croyais que la guerre n'était plus qu'un vieux cauchemar. Aujourd'hui, je me rends compte que je me faisais des illusions. La lutte va continuer. On va brûler de la poudre et verser encore du sang. Testimony of a British soldier. Charles Neville, artillery officer. My darling parents, today has been perfectly wonderful. We got news of the armistice at 9:30 this morning. I got 10 minutes to sort out the detachment. En 10 minutes, il m'a fallu organiser un détachement pour un grand défilé sur la place de Mons.
J'ai attrapé tous les hommes que j'avais sous la main. Les rues débordaient de civils fous de joie. Ils nous acclamaient, nous jetaient des fleurs et se comportaient avec l'insouciance qui caractérise les étrangers. Partout, de la rue à la place, un embrasement de couleurs, rouge, blanc et noir, bien sûr, le drapeau belge, mais aussi l'Union Jack, tous les drapeaux alliés possibles et imaginables à vrai dire. Ku Ching Chin, traducteur. Témoignage écrit depuis un dépôt de Rouen. 教堂钟声，工厂汽笛声，遗址场外欢呼声，与歌唱声同时并奏， à rugir, et des cris et des chants joyeux. La fin de la guerre était annoncée. C'était alors le 11 novembre 1918. La date est gravée dans ma mémoire pour toujours. À 11 heures, les armes et le travail se sont arrêtés partout. Je voulais voir de mes propres yeux comment les Français célébraient l'armistice. Dans la ville, c'était déjà une marée humaine. Hommes et femmes, jeunes et vieux, soldats et civils, des gens de toutes les couleurs de peau marchaient ensemble, main dans la main, chantant ou acclamant. Erich Maria Remarque, deutscher Soldat. Der Krieg ist Soldat zu Ende. allemand. In einer Stunde sollen wir abziehen. La guerre est finie et dans 1 heure, nous allons partir. Jamais nous n'aurons à revenir ici. Une fois partis, ce sera pour toujours. Es ist ein sonderbarer Moment. C'est une minute Wir stehen inouïe. beieinander und sehen nach Debout vorn. les uns à côté des autres, nous regardons au loin. Liegen Un über den brouillard Boden. léger rampe sur le sol Die et Trichterlinien nous und Gräben distinguons sind deutlich parfaitement la ligne des entonnoirs et des Grau tranchées. liegt Le die paysage eintönige uniformément Landschaft vor. gris s'étend devant nous, Das war eine ces éléments furchtbare d'un Welt monde effrayant und ein schweres et Leben. d'une vie implacable. Und Et jetzt maintenant, bleibt es ohne tout cela va weiteres rester zurück, en arrière wenn wir die simplement, Füße vorwärts setzen. s'évanouit derrière nous, Es versinkt peu à Schritt peu, für Schritt hinter uns. au rythme de nos pas. Und in einer Dans Stunde ist 1 es heure, weg, tout aura als wäre disparu es et nie da disparu au gewesen. point qu'on pourrait croire que cela n'a jamais existé. Wer kann das Comment begreifen? comprendre? Et nous, Da qui stehen sommes là, que, und sollten lachen qui devrions rire und et brüllen hurler de vor joie, und nous haben n'éprouvons doch ein qu'une flaues vague Gefühl pesanteur à l'estomac. Témoignage d'une Française, Denise Brûleur. Lettre adressée à son fiancé, Pierre Faure. Mon Pierre, ardemment chéri, au même instant où je vous écris, dans votre lointaine forêt d'Alsace, vous apprenez l'immense nouvelle. Ici, les cloches sonnent à toute volée. Je suis malade de bonheur. Je ne peux écrire. De joie, je sanglote désespérément. Jamais, jamais je ne pourrai vous dire l'émotion et le délirant enthousiasme de cette première journée d'armistice. Le bouleversement jusqu'au tréfonds de son être et cette pensée incroyable qu'aucun homme ne tombera plus, que l'étendue immense du front est silencieuse. Rien que du silence.
grosses larmes en songeant que tout est terminé. « 1918. C'était il y a 100 ans. Cela semble loin, et pourtant c'était hier. J'ai arpenté les terres de France où se sont déroulés les combats les plus rudes. J'ai vu dans ces campagnes de mon pays la terre encore grise et toujours stérile des champs de bataille. J'ai vu les villages détruits, qui n'avaient plus d'habitants pour les reconstruire et qui ne sont aujourd'hui encore que le témoignage, pierre sur pierre, de la folie des hommes. J'ai vu, sur nos monuments, la litanie des noms de Français côtoyant les noms des étrangers morts sous le soleil de France. J'ai vu le corps de nos soldats ensevelis sous une nature redevenue innocente. Comme j'avais vu dans les fosses communes se mêler les ossements des soldats allemands et des soldats français, côte à côte, qui par un hiver glacial s'étaient entretués pour quelques mètres de terrain. Les traces de cette guerre ne se sont jamais effacées, ni sur les terres de France, ni sur celles d'Europe et du Moyen-Orient, ni dans la mémoire des hommes partout dans le monde. Souvenons-nous, n'oublions pas, car le souvenir de ces sacrifices nous exhorte à être dignes de ceux qui sont morts pour nous, pour que nous puissions vivre libres. Souvenons-nous, ne retranchons rien de ce qu'il y avait de pureté, d'idéal, de principes supérieurs dans le patriotisme de nos aînés. Cette vision de la France comme nation généreuse, de la France comme projet, de la France porteuse de valeurs universelles, a été dans ces heures sombres exactement le contraire de l'égoïsme d'un peuple qui ne regarde que ses intérêts. Car le patriotisme est l'exact contraire
du nationalisme. Le nationalisme en est la trahison. En disant « nos intérêts d'abord et qu'importe les autres », on gomme ce qu'une nation a de plus précieux, ce qui la fait vivre, ce qui la porte à être grande, ce qui est le plus important, ses valeurs morales. Souvenons-nous, nous autres Français, de ce que Clémenceau a proclamé le jour de la victoire, il y a 100 ans, jour pour jour, du haut de la tribune de l'Assemblée nationale, avant qu'en un cœur sans pareil n'éclate la Marseillaise. Combattante du droit, combattante de la liberté, la France serait toujours et à jamais le soldat de l'idéal. Je le sais. Les démons anciens ressurgissent, prêts à accomplir leur œuvre de chaos et de mort. Des idéologies nouvelles manipulent des religions, prônent un obscurantisme contagieux. L'histoire menace, parfois, de reprendre son cours tragique et de compromettre notre héritage de paix que nous croyions avoir définitivement scellé du sang de nos ancêtres. Que ce jour anniversaire soit donc celui où se renouvelle l'éternelle fidélité à nos morts. Faisons, une fois de plus, ce serment des nations de placer la paix plus haut que tout, car nous en connaissons le prix, nous en savons le poids, nous en savons les exigences. Nous tous, ici, dirigeants politiques, nous devons en ce 11 novembre 2018 réaffirmer devant nos peuples notre véritable, notre immense responsabilité, celle de transmettre à nos enfants le monde dont les générations d'avant ont rêvé. Additionnons nos espoirs au lieu d'opposer nos peurs. Ensemble, nous pouvons conjurer ces menaces que sont le spectre du réchauffement climatique, la pauvreté, la faim, la maladie, les inégalités et l'ignorance. Nous avons engagé ce combat et nous pouvons le gagner. Poursuivons-le, car la victoire est possible. En ce 11 novembre 2018, 100 ans après un massacre dont la cicatrice est encore visible sur la face du monde, je vous remercie pour ce rassemblement de la fraternité retrouvée du 11 novembre 1918. Puisse ce rassemblement ne pas être seulement celui d'un jour. Cette fraternité, mes amis, nous invite en effet à mener ensemble le seul combat qui vaille, le combat de la paix, le combat d'un monde meilleur. Vive la paix entre les peuples et entre les États. Vive les nations libres du monde. Vive l'amitié entre les peuples. Vive la France.
jeune garçon et une jeune fille mettent la main sur l'épaule de celui qui ouvre la flamme. Et cette chaîne se prolonge. C'est vraiment le symbole de cette mémoire, de ce rattachement à tous ces soldats qui sont tombés. Parmi lesquels les jeunes lycéens qu'on a vu tout à l'heure lire ces textes écrits par des soldats de l'époque. Nous avons aperçu le par général des lycéens de Seine-Saint-Denis. Nous avons aperçu le général Dary, donc, qui est le président du comité de la Flamme. Ce sont ces personnes qui s'occupent justement tous les jours à 18h30 du ravivage de la flamme. Vous apercevez au sol le symbole de la Légion d'honneur, tandis que le président de la République dépose la gerbe sur la tombe du soldat inconnu. Posez.